Alors, il y a eu plusieurs séquences, d'ailleurs, qui sont un peu différentes. La première chose qu'il faut prendre en considération, c'est lorsque les États-Unis changent de position vis-à-vis du Maroc, et donc ne se contentent plus de soutenir le plan d'autonomie, mais Donald Trump, notamment avec le processus de normalisation et des accords d'Abraham, arrive et affirme en disant le Sahara est marocain, ce qui est la forme de reconnaissance la plus explicite. C'est-à-dire, en fait, les États-Unis s'alignent parfaitement sur la définition marocaine. Le Sahara est marocain. Oui, on va faire un processus d'autonomie régionale, mais en fait, ça reste marocain. La discussion n'est pas là. Tandis que les autres pays d'Union européenne avaient une position un petit peu plus prudente, c'est-à-dire de soutien, mais un peu plus timoré, si l'on veut. L'ensemble des pays, par exemple l'Allemagne, la France, l'Espagne, c'était de dire la solution de l'autonomie proposée par le Maroc était une des solutions viables et sérieuses. Et donc ça, c'est important en terminologie parce que ce que voulait le Maroc, c'est se mouiller un peu plus. Donc soit vous allez vous aligner sur la position américaine, ou soit vous partez, vous vous alignez sur un certain nombre de pays qui disent que la proposition d'autonomie est la solution la plus viable et sérieuse. Sous-entendu, il n'y a pas d'alternative au plan marocain. Donc les thèses de référendum, etc., on oublie, on s'aligne vraiment sur l'agenda marocain et on ne considère pas les autres options. Et donc, lorsque le Maroc se contentait du soutien européen faute d'avoir mieux, et donc lorsque les États-Unis sont venus, si vous voulez, on réenchérit sur la reconnaissance pure et simple de la marocanité du Sahara, il y avait un certain nombre d'enjeux politiques et économiques. C'était de pousser un certain nombre de pays européens à s'aligner sur ces positions-là.